C'est Christophe. Ah, on dit, tout est parti. Merci Christophe pour cette organisation et cette introduction. Donc vous avez vu, Yann et moi-même, on se propose d'animer cette présentation sur la data continuity et l'enjeu de la donnée aujourd'hui, sachant que ce n'est pas un enjeu forcément qui date aujourd'hui. Il revient, je dirais, au cœur de nos préoccupations. Il y a beaucoup de sessions autour de ça. Moi, j'avais noté il y a quelques années, il y a déjà 2011, un article assez majeur dans le Wall Street Journal qui disait « Software is eating the world », au sens que l'intégration des techniques modernes, aussi bien de capture, de traitement et de restitution de l'information pour action aussi, les actionnaires, viennent dans tous les systèmes de toutes nos activités. Tous les business domaines aujourd'hui sont impactés du fait de cette capacité qu'on avait vue au tout début de l'informatique. Mon prédécesseur, Yves Tabourier, il avait dit quelque chose du genre « la bonne nouvelle de l'informatique ». En fait, c'est le fait qu'au commencement était le traitement était près de la donnée et la donnée était le traitement. Et c'est cette imbrication donnée, traitement, capture, action qui aujourd'hui envahit tous nos systèmes, y compris en particulier les systèmes industriels, avec un grand défi, parce que derrière toute cette possibilité que nous donne la technologie, il reste que ces données, il faut les comprendre, et c'est toute la valeur de comprendre les métadonnées, qui sont en fait ce qui nous racontent qu'est-ce qui est caché derrière ces bits qu'on stocke et qu'on traite. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette donnée aussi, elle va venir de sources très différentes, donc il faudra fédérer ces sources de manière à en produire une vision unifiée, de manière à ce que l'information soit cette fois directement utilisable, et non seulement dans l'entreprise, mais aussi à travers nos entreprises, parce que le challenge est l'interaction des différents business models aujourd'hui. Alors, j'ai résumé un petit peu ces challenges qui se divisent en trois, j'ai divisé quatre grands types de challenges, on dirait. Le premier, celui qui est le plus prégnant dans les architectures contemporaines, c'est le traitement de la donnée, avec bien évidemment des termes comme le cloud computing, le lambda architecture, qui va nous permettre de distribuer ces traitements, des approches d'architecture de type CQRS qui consistent à dissocier la saisie et la structure de la donnée de son interrogation. Et tout ceci, ça a évidemment des profonds impacts sur la structure de la donnée elle-même. On était habitué au modèle relationnel, on a beaucoup de NoSQL, on a beaucoup de données non structurées, et de notre côté aussi, la modélisation des données elle-même va changer, puisqu'il faudra prendre en compte cette nouvelle manière de formuler et la structure et la sémantique, de prendre aussi en compte les notions de données en continu, donc les data streams. Et on voit bien que tous ces formats-là, aujourd'hui, ils sont multiples dans les nouvelles technologies qui sont proposées, et souvent, ils posent beaucoup d'interrogations, comment s'y prendre. Pour que tout ça, ça fonctionne, évidemment, c'est exploiter. Donc, la partie data analytique elle-même a profondément changé. Je pense que les modèles en étoile, les data marts traditionnels vont rester, mais on a une très grande demande de real-time, de prédictif, et aussi de liaison avec la data visualization. Il y a toute une science qu'on n'abordera pas ici autour de la cognition, les cognitifs, comment présenter les données de manière à ce que ça soit directement exploitable. Tout ça, ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas un suivi de data gouvernance end-to-end qui va nous permettre de nous assurer que ces différentes disciplines, on les garde sur le long terme, que ce n'est pas juste un projet avec un jeton qui va nous faire fonctionner ça sur le long terme. J'ai repris le slide sur Data Processing Challenge de ces nouvelles architectures. Ici, c'est un slide, la figure que vous voyez au fond, c'est quelque chose qui vient d'Amazon. Donc, les grands du web ont mis en place ces grandes techniques. Vous connaissez tout ce qui se fait autour des projets Apache, de Hadoop et tous ces mots-là. L'idée, quand même, c'est qu'aujourd'hui, on va devoir gérer et attraper une grande quantité de données de différentes sources dans la partie qui s'appelle injecter et collecter. Donc, bien évidemment, on va retrouver le modèle transactionnel avec les bases de données relationnelles, mais toutes sortes de données aujourd'hui, non seulement des données non structurées, des données comme les images et le son, mais aussi tous les logs qui font la trace de l'activité de l'entreprise, en fait. Ça va changer le stockage parce que, bien évidemment, on ne va plus être dans un seul modèle relationnel, comme on l'a déjà dit. On a aussi des notions de graphes de connaissances qui apparaissent, de document store, de stream store. Donc, il y a une très grande diversité aujourd'hui de modalités de stockage de la donnée en fonction de sa provenance. Ensuite, ces données, elles sont en général traitées et reformatées de manière à être présentées dans un format utilisable par les end-users directs. Donc, il y a une grande différence entre la capture et puis le stockage. Et tout ça, le plus possible, dans un mode real-time, évidemment. Et derrière, dans le mode d'exposition, on aura aussi bien la partie visuelle pour les utilisateurs que des nouveaux types d'API qui permettent d'accéder à la donnée. Et on a eu une grande révolution du côté des API graph et des API REST aujourd'hui pour accéder dynamiquement à cette donnée
préformatées pour les utilisateurs. Donc quand même un grand changement dans le traitement qui était plutôt statique, plutôt autour des bases de données transactionnelles, on va dire, des modes transactionnels d'accès à la donnée. Le deuxième challenge, au-delà de ce traitement de la donnée qui se distribue sur les différents domaines, c'est la partie sémantique, à savoir qu'entre la donnée de brute de base qu'on trouve à la fois dans les systèmes et dans les différents domaines, il va falloir trouver des choses communes pour qu'on puisse avoir cette digitalité de bout en bout. J'ai pris le petit exemple d'une notion de produit ici, entre le build of material, la vision du client et le domaine de la maintenance. Il est évidemment qu'on parle apparemment de la même chose. Il y a de montrer un petit exemple tout à l'heure. En fait, finalement, dans ces différents aspects vont se concrétiser et finalement se séparer parce qu'on a des spécificités dans chaque domaine. Il faudra bien retrouver une unité que nous donnera une sémantique commune. Et par ailleurs, on a aujourd'hui toute la partie des outils informatiques avec la Discovery qui nous permet d'être branchés sur le réel. Mais il s'avère que dans ce qu'on trouve dans les outils informatiques, on n'a qu'une partie de la connaissance parce que l'informatique ne capture pas tout ce qu'il y a dans nos têtes, tout ce qu'il y a dans nos activités et qu'il faudra reconstruire une vision end-to-end de la sémantique et des données qui ont été fragmentées dans les différents silos qui constituent les sources de données. Ceci pose des questions importantes au monde industriel qui, lui, maintenant, se doit d'arriver à capturer ces différentes sources. Yann. Oui, donc on voit arriver dans le monde industriel tous ensemble des challenges qui étaient des challenges qui, par le passé, ont touché des mondes comme le monde bancaire, enfin, d'autres industries, d'autres services. On est face à vraiment un contexte qui change, vous le savez bien, donc avec, pour ce qui est de l'offre, une mutation de l'offre de produits vers l'offre de services. On voit ça par exemple dans l'automobile, mais dans plein de vos industries, c'est le cas. Le fait que le monde du manufacturing maintenant se voit avec un gros challenge d'optimisation de ses processus et de sa fiabilité, de son fonctionnement, en utilisant plein de technologies nouvelles. Et vraiment, on parle de manufacturing 4.0 avec la prégnance de la donnée comme le moyen de faire ces optimisations et puis l'absolue nécessité de la partager. Il y a maintenant une volonté, des quantités astronomiques de données qui sont produites par tous ces composants, par tous ces et en phase de design et en phase de manufacturing, et même lorsqu'on parle des services industriels qui sont offerts à vos clients. Voilà, et donc il faut brasser tout ça, les échanger dans un monde qui est étendu, entreprise étendue. Tout ça, c'est le contexte d'aujourd'hui. On parlait au départ de manufacturing 4.0 parce que peut-être cette transformation de digital, elle a peut-être plus communiqué côté production que dans d'autres domaines. Maintenant, nous, on parle d'entreprise industrielle 4.0 avec des besoins de tirer de la valeur des données, de continuité numérique, absolument sur l'ensemble des processus opérationnels de l'entreprise. Alors, peut-être pour illustrer voilà, l'exemple dont parlait Antoine tout à l'heure, oui, il y a maintenant, ne serait-ce que, je sais pas, tous les logs qui arrivent des machines industrielles. Oui, vas-y, avance. Tous les logs qu'on a dans tous nos systèmes produisent beaucoup de données. La difficulté, c'est aller disposer de ces données de manière unitaire à construire de l'information. Voilà. Et on va voir que c'est vraiment cette notion de continuité digitale qui crée la valeur. Donc, sur cet exemple-là, on voit que c'est deux morceaux d'un puzzle. À gauche, on a les données dans les composants d'une chaîne de fabrication qui sont remontés par l'IT du manufacturing. Donc là, on voit que pour un véhicule donné, l'outil qui est un tournevis a opéré un certain nombre de fois et pour une action a opéré en portant un couple sur la vis acérée. Ça, c'est les data qu'on peut avoir dans les logs. Et à droite, on a les data qu'on a dans le système qui référence les gammes de fabrication, où là, on va nous dire que pour cette tâche donnée, pour ce type de véhicule donné, le couple, il est d'une certaine plage donnée. Voilà. C'est en rapprochant les deux
c'est en rapprochant les deux qu'on va avoir la vraie information qui est intéressante, c'est-à-dire que finalement, le couple qui a été opéré par le tournevis pour la tâche numéro 3768, pour le véhicule de numéro VIN, etc., donc avec son numéro de série, elle est conforme à ce qui est fixé dans les gammes de fabrication, puisque c'est 9 plus ou moins 0,3. Voilà. Du coup, là, on construit une information qui devient une information à valeur. Pour ça, on a besoin de confronter des référentiels, des données, et c'est là toute la valeur de la continuité digitale. Si on avance, une autre manière de le représenter, hein, et puis c'est le premier challenge que je voulais souligner, hein, c'est faut comprendre, rendre cohérent, rendre interfacer proprement l'ensemble des composants de l'entreprise, c'est-à-dire aussi bien, et puis l'ensemble des choses qu'on manipule dans l'entreprise. Donc, les services offerts, les interfaces qu'on est en mesure de proposer à l'environnement de l'entreprise qu'on regarde, ces processus, ce que livrent ces processus, les composants technologiques. Finalement, tout ça forme un tout. On va voir que pour le comprendre, il faut une approche systémique, mais ça forme un tout, une architecture d'entreprise. Et cette architecture, il faut l'optimiser pour passer d'un état qui est celui du haut où souvent il y a des ruptures. Hein, donc, on va voir que là, côté extérieur de l'entreprise, on a par exemple le client qui pense à obtenir une voiture ou soit l'acheter, soit la réparer. Le silo des ventes va penser catalogue, options. Le silo du design va mettre en face de ça des modules à assembler, enfin à concevoir pour les assembler. L'industrialisation va penser pièces, assemblage, etc. Jusqu'au support qui pense unité d'œuvre de réparation. Et tous ces concepts-là, soit ils sont conçus, pensés, transposés dans les données de manière silotée, et donc c'est très très difficile de tirer efficacité de leur partage, soit au contraire, on a, c'est ce qui est marqué en bas, cassé ces silos, mis en place une continuité digitale. Elle est basée en particulier sur le fait que les données sont manipulables en commun, elles sont d'ailleurs définies, leur concept est défini en commun, et là on va pouvoir tirer vraiment profit de le fait de les réutiliser et de pouvoir comme ça fluidifier extrêmement le fonctionnement et puis donc l'efficacité de l'entreprise. Alors, le deuxième challenge, si on tourne la page, le deuxième challenge que je voulais souligner, c'est le fait que, et tu en as déjà parlé, hein, donc c'est le fait que ça demande qu'on ait un vocabulaire et une sémantique commune, hein, pour pouvoir manipuler ces données. Et puis, ça demande qu'on puisse les mettre, les ranger dans des étagères, dans des référentiels qui soient accessibles, partagés, etc. Donc, les quatre étapes clés qui aboutit à celle de droite, qui est bien sûr celle qui est utile, hein, de produire de la valeur avec la donnée. Ça commence par le fait de définir les objets, les concepts de données en commun, et c'est un vrai travail, hein, avec le fait d'en faire un glossaire, le fait de modéliser le modèle conceptuel de données. Voilà, premier prérequis. Le deuxième, c'est quand ceci étant défini, il faut créer les réservoirs qui vont permettre de les stocker et passer d'une situation où, en fait, je sais pas, les références clients, elles sont dans plein d'endroits différents, définies de manières différentes et pas réconciliables, à un seul référentiel pour les références clients, si je prends cet exemple-là. Ce référentiel étant structuré par une bonne utilisation des processus de ces données, et puis structuré avec des API, avec des interfaces qui permettent de bien bénéficier de ce référentiel, aller déposer ou y puiser des données. Bien sûr, ces données, il faut qu'elles soient de bonne qualité, donc il faut en gérer la qualité, tu en parleras tout à l'heure. Voilà. À partir de là, une fois qu'on a ces deux prérequis absolument fondamentaux, on peut mettre en place les flows nécessaires de données vers le fait d'utiliser vraiment ces données,
puiser les données, faire de l'analytics, et puis il y a plein de technologies également pour faire ça. Mais ces technologies, sans les deux prérequis que j'ai soulignés, sont quasiment vaines en fait. C'était une vraie transformation. On peut appeler ça une transformation digital continuity. Alors, pour finir mon intervention, en fait, comment on va réussir à faire ça? Ben, alors, on est des spécialistes de l'architecture système, vous le savez sans doute. Donc, en tout cas, notre expérience est vraiment avec des succès sur le terrain, c'est que il n'y a pas de secret en fait. Pour pouvoir construire cette logique d'analyse de manière pérenne et de manière efficace, il faut vraiment avoir compris le fonctionnement, le modèle opérationnel de l'entreprise, ses interactions vers l'extérieur et entre l'ensemble de ses composants. Pour ça, il faut une démarche systémique qu'on vous présente là, hein, qui est le modèle de la méthode Sésame, qui est complètement public, hein, très simple, basé sur le fait de d'abord se tourner en boîte noire sur l'interface du morceau d'entreprise qu'on regarde avec son environnement pour servir quelle partie prenante externe, quel service, selon quel niveau de performance, pour faire quoi. Et là, on voit bien que déjà vont émerger dans ces interfaces les données qui sont nécessaires à être échangées avec l'environnement. Pour délivrer ces services, c'est la question du quoi, en fait, en quoi va consister le fonctionnement de l'entreprise. Il faut avoir une bonne compréhension frugale, mais bonne des process et des activités. Et en faisant émerger cette compréhension, on va, là encore, faire compléter la compréhension des données utilisées à l'intérieur de ces processus, faire émerger le modèle conceptuel de données. Et en fait, une fois qu'on a ça, c'est une compréhension assez théorique, en fait, et ben, on va rentrer dans le comment. Là, ça devient très concret, c'est-à-dire quel acteur, à quel moment, va utiliser quelles données pour faire quelle tâche, en fait. Hein, on n'est pas concentré là que sur les données. Quel système va automatiser des tâches à accomplir, des fonctionnalités. Et là encore, les systèmes d'information brassent de l'information. On est vraiment au cœur du sujet. Une manière aussi courante de l'expliquer, c'est la pyramide qui est à côté, qui est un petit peu plus détaillée. Donc, on voit que la question du pourquoi et du comment, on pourrait appeler ça de la business architecture, la question du pourquoi et du quoi de la business architecture, et sur les technologies, la question du comment, ben, on peut décomposer ça en functional, applicative et technical architecture, sachant que la transversale à tout ça, ce n'est pas un sujet technique, hein, c'est vraiment une erreur de considérer que c'est un sujet technique, c'est l'architecture de la donnée qui est structurée par toutes les autres analyses que je viens d'expliquer. Alors, si on avait eu le temps, je ne vais pas le faire là, mais en cliquant, tu pourrais faire apparaître, bien sûr, des vues concrètes, hein, qui permettent de faire apparaître tous ces flux. Et donc, si tu cliques, on va les voir. Et donc, tous les petits liens qu'on voit là, c'est en fait des interfaces, des flux. Et derrière ces flux, il y a de la donnée qu'il faut maîtriser et quelque part référencer, positionner dans son usage et dans des référentiels. Pour terminer, pour faire ça, on a besoin d'un architecte que là, on fait émerger comme un Industrial Enterprise Architect, un architecte d'entreprise industrielle, dont le job, c'est aussi bien pour l'engineering que pour le manufacturing que pour la maintenance, voilà, tous ces composants, tous ces processus, toutes ces technologies, ces systèmes, il faut en comprendre l'intégration pour délivrer les services attendus, les processus, et puis comment ça s'implémente par des outils. Et cet architecte qui va finalement optimiser ça, il va le faire de manière collaborative avec plein d'acteurs. J'en cite qu'un qui est déjà souvent implanté dans les entreprises, c'est l'architecte système qui est sur le produit, mais il y en a plein d'autres également. Et son existence, son travail en collaboratif va extrêmement faciliter la compréhension nécessaire à créer cette digital continuity et pouvoir avoir des modèles de données qui soient parfaitement utilisables pour créer de la valeur. Alors, Antoine, à toi. Et donc, si on commence à en tirer des conclusions, tout ça. Oui, parce que tous ces besoins d'assurer une continuité de la compréhension de la donnée et de son traitement, c'est forcément absolument essentiel pour ce qu'on appelle la digital continuity. Je vais résumer quelques points principaux sur ce qui est les grands aspects qu'il faut maîtriser.
Bon, on l'a vu, le premier, on l'a vu, c'est comprendre les glossaires de l'entreprise, à savoir les grandes définitions des concepts et des objets qui sont manipulés dans le domaine d'activité où on se trouve. Ça, c'était traditionnellement notre activité. Et ce qu'on a fait aussi, qui est aussi essentiel, c'est de le relier directement aux données opérationnelles, de manière à ce qu'on ne reste pas dans une vision que théorique du sujet et qu'on ait un couplage avec ce qui se passe sur les sources opérationnelles du terrain. C'est ce qui est aujourd'hui nommé avec la notion de data catalogue. Nous, on a travaillé à lier à la fois la connaissance métier qu'on capture avec les architectes, avec les âmes, et de l'autre côté, en liaisant avec les systèmes opérationnels directement, de manière à faire une vision end-to-end de la trace de la donnée et conçue et opérée. La deuxième partie, évidemment, c'est de maîtriser non seulement la partie fonctionnement de l'entreprise et ses différents processus, et aussi une nouvelle dimension de la donnée qui s'appelle le data lineage, à savoir pouvoir vérifier la source de la donnée, qui quelquefois n'est pas du 1 pour 1 avec la processus. On peut tout à fait avoir une notion d'exposition à un certain type de risque dans le domaine du crédit ou alors dans le domaine de la source de la donnée qui a constitué le plan de l'appareil qu'on construit dans le monde industriel. Et en fait, la trace de ces différents éléments qu'on construit la donnée finale ne recoupe pas 1 pour 1 les processus qui l'ont construit. Donc, on va avoir une double approche complémentaire, la source de la donnée, d'où elle provient, le data lineage, et les activités de l'entreprise qui ont contribué à cette construction de la donnée. Tout ça, tous ces éléments-là qu'on a aujourd'hui dans les modèles de données, et à la fois dans les modèles d'activité, ils supposent qu'on ait monté d'un cran de jeu la manière dont on organisait ce qu'on appelle un peu pompeusement d'ailleurs les modèles, et donc l'ontologie qui cachait derrière. Et les défis qu'on a aujourd'hui, que vous retrouverez, ce n'est pas le sujet aujourd'hui de l'exposé, mais au moins en tout cas de vous montrer les défis qu'on va avoir dans ces modèles-là, c'est d'adresser le temps et le changement au cœur même des modèles de données, avoir la notion d'événement dans les modèles de données pour pouvoir avoir qu'est-ce qui est invariant et pouvoir découper à terme de manière modulaire ces grands modèles et éviter le syndrome qu'on a eu dans l'historique meurisien des modèles de données à faire le modèle universel. Ça ne fonctionne pas. Si on veut une sémantique commune, ça ne veut pas dire qu'il y a une vision une et commune de tout. Et donc, il va falloir pouvoir modulariser derrière. Il y a des approches qui se mettent en place autour de ça, par domaine d'activité, tout en gardant une unité sémantique, évidemment, mais en n'essayant pas de faire le modèle universel. Il y a un grand écart. Et pour ce faire, il faut trouver les parties invariantes. Donc, il faut introduire le temps dans la donnée. La deuxième partie, il faut avoir une notion des modèles de découpage en tout parties traditionnels qui permettent d'isoler les éléments. Il y a des techniques qui émergent aujourd'hui qu'on vous propose dans nos nouveaux modèles de données. Et il y a aussi des méthodes, beaucoup issues de la partie logicielle. Donc, celle qui est assez populaire actuellement, elle s'appelle Domain Driven Design. Et c'est une méthode qui vous permet d'apprendre à découper en modules, tout en gardant une vision end-to-end de vos différents modèles de données et des traitements qui vont avec. Donc, il est absolument important que cette vision qu'on va avoir end-to-end ne nous remène pas à un modèle universel, global, universel de la Terre, qu'on n'arrivera jamais à gérer. Le deuxième axe aussi important, une fois qu'on a modularisé ces choses-là, c'est de s'assurer qu'on va avoir une trace de la qualité à la fois du design et des opérations. Donc pour ce faire, au-delà du découpage par domaine, la liaison qu'on a fait dans les glossaires avec la partie data opérationnelle va nous remonter des indicateurs de la qualité opérationnelle des données. Est-ce que d'abord les modèles qu'on a mis en place sont effectivement ceux qui servent dans les API et dans les systèmes de traitement actuels? Et est-ce que par ailleurs la qualité intrinsèque des données, des occurrences, nous assure qu'on a au bout du compte une qualité de la structure de la donnée, une qualité du contenu de la donnée? Donc, c'est toute la partie data quality assurance. Et l'autre partie qui va être aussi très importante aujourd'hui, c'est la vérification de la compliance et de la conformité, pardon, français, aux règles qui s'imposent à nous. On les voit très bien dans les séminaires qu'on a eu récemment autour de nos clients. Le concerne, je fais trop d'anglicisme, pour de faire de l'anglais, les préoccupations autour de ce qu'on appelle data privacy, c'est-à-dire la sécurité des données privées. Le même, la conformité aux lois européennes, on en a pas mal aujourd'hui, par exemple, dans le cloud privé, le cloud public. Et bien, il y a certaines données qui vont être à terme interdites sur certains clouds qui ne sont pas hostés en Europe. Donc, on va avoir dans cette distribution de la donnée son traitement, sa définition, sa qualité, beaucoup de contraintes qu'il va falloir prendre en compte dans le processus global de data quality assurance. Et pour que tout ça fonctionne, il faut qu'on ait un backbone derrière
qui fait que l'ensemble des parties prenantes, des architectes aux opérations, ils retrouvent un point central où ils retrouvent de manière synthétisée les indicateurs de qualité et les activités amenées en commun pour que cette data continuity soit assurée. Donc nous, on voit bien que cette affaire-là, ça veut dire qu'il y a différents aspects de l'architecture qui doivent fonctionner en commun. L'architecture d'entreprise traditionnelle, plutôt de bout en bout, de la stratégie à la partie implémentation, ça comprend les processus, on en a parlé, ça comprend aussi la partie architecture des systèmes informatiques, évidemment, et la détection des dépendances et des interfaces, avec toute l'approche domain-driven design dont je vous ai parlé auparavant. Le process management, qui est une discipline qu'on a mis ici à part entière et qui reste une discipline on va dire, assez clé dans la partie fonctionnelle architecture qu'a mentionné Yann, avec deux autres axes qui font partie de notre savoir-faire aussi. L'axe référentiel, évidemment, de manière à ce que vous ayez une vision commune de la data gouvernance entre l'architecture d'entreprise et la partie données. Et puis, la partie risque et contrôle, qui fait partie aujourd'hui intégrante de la conception. Aujourd'hui, on avance doucement aussi à intégrer les notions de sécurité by design, et c'est à travers cette affaire de risque et de sécurité que vous assurez dès le début une architecture pérenne de votre compliance des données. Alors nous, pour faire cela, on a enrichi en plus notre offre traditionnelle que vous voyez ici articulée avec une offre de data governance. J'en ai déjà un peu mentionné, c'est le fait qu'on est capable aussi de non seulement de concevoir la donnée, mais de se lier aux données opérationnelles avec les data catalogues, d'ajouter des notions de data qualité qui sont reliées avec les indicateurs pour remonter des données opérationnelles et d'assurer la communication entre les parties prenantes via notre plateforme distribuée. Donc, je pense qu'il y aura d'autres présentations sur l'offre de data gouvernance. Et c'est bien ce sujet de faire marcher l'ensemble des parties prenantes dans toute l'architecture de la donnée end-to-end. Voilà quelques mots pour conclure sur ces différents aspects. Il faut absolument que vous maîtrisiez vos glossaires métiers. Ça ne va pas se faire par les automates IT uniquement. Ça va se faire en couplant les deux, ce qui est notre offre de data gouvernance. Il faut que vous ayez ce end-to-end design du manufacturing de manière à ce que vous ayez un operating model qui fonctionne. Ça ne va pas se faire par silo. C'est design, manufacturing and services. C'est l'ensemble. Ouais. Et là, effectivement, les organismes comme Cézanne et les activités de conseil qui prodiguent vous aident à construire cet operating model end-to-end. Il faut qu'on ait une architecture méthode, et on en a parlé aujourd'hui. Moi, j'ai parlé aussi d'architecture comme de domain-driven design qui viennent aussi compléter cette manière de vous aider à modulariser l'aspect architecture des données. Et enfin, derrière, vous mainteniez tout ça dans le temps. Ça ne va pas être un projet qui vous met en place, ça va être une activité continue avec une notion de propriété de la donnée et de gouvernance de cette donnée. Voilà pour résumer les grands axes qui vous permettront de mener cette continuité digitale. Voilà, il y avait quelques questions. Alors, oui, Christophe, tu nous